Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission de TV Liberté qui décrypte la propagande médiatique chaque semaine avec Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jules. Alors au sommaire aujourd'hui tout d'abord une image de la semaine ô combien importante. Gérald Darmanin, en déplacement à la mosquée de Paris, incite à la conversion des Français à l'islam. En premier sujet de la semaine, tout d'abord, un débat du second tour haut en rebondissement. Qu'en est-il des stratégies des candidats, des audiences et des conséquences que cela va avoir? On décryptera tout ça pour vous. On passera à notre revue de presse hebdomadaire, comme chaque semaine, avec tout d'abord l'histoire de Musk et de Twitter. Un oligarque tchèque fait pression sur Marianne, l'horreur de la politique zéro Covid en Chine et les émeutes en Suède. Avant de passer à notre dernier sujet de la semaine, les blocages et dégradations de la Sorbonne et puis une affaire de harcèlement à Lyon 3 d'une militante de la Cocarde en exclusivité pour vous. Immédiat numéro 392, c'est parti. On le sait bien, le gouvernement Macron serre les dents lorsqu'il s'agit de souhaiter un joyeux Noël ou de joyeuse Pâques aux Français. Et enfin, c'est lorsqu'il daigne bien le faire. Notre image de la semaine est celle de la prise de parole de Gérald Darmanin à la mosquée de Paris dans le cadre de la rupture du jeûne du Ramadan des ambassadeurs des pays musulmans. Je vous laisse regarder ces déclarations extrêmement graves. Et avant de venir, monsieur le recteur, j'ai lu une page très jolie sur le général Abdallah. Ce grand général d'Empire, qui ne s'appelait pas Abdallah, qui avait un nom de baron français, et qui, pour épouser une musulmane très jolie qu'il a rencontrée en Égypte, s'est converti et a décidé de revenir en France, puisque l'aventure égyptienne s'est arrêtée assez vite, et Bonaparte le considérait comme un de ses meilleurs généraux. Voilà ce que nous souhaitons tous pour notre pays, monsieur le recteur, que nos histoires, nos cultures se croisent. Oui, alors Darmanin nous fait un petit délire orientaliste, sachant que le général Menou, il faisait un peu de la politique et il s'était converti aussi pour des raisons politiques à l'époque où les armées de Napoléon étaient en Égypte. Ça n'a d'ailleurs pas marché. Mais la manière dont le traite Darmanin est quand même assez grave parce qu'il dit c'est bien, c'est formidable, il y a des croisements. Mais c'est à sens unique. Parce que quand il y a un mariage mixte entre un musulman et une non-musulmane, ou entre une musulmane et un non-musulman, la conversion se fait toujours dans le même sens. Et d'ailleurs, là on voit le général Menou, qui est un officier français, c'est lui qui se convertit. Voilà, c'est pas l'inverse. Et donc, monsieur Darmanin se place dans le logiciel islamique. Ce n'est pas le seul événement important de la semaine concernant la mosquée de Paris. Décidément, le gouvernement Macron est un habitué de ces lieux. Christophe Castaner s'y est également rendu le 19 avril, donc ce mardi, pour assister à un autre iftar, c'est-à-dire une autre rupture de jeûne, cette fois placée sous l'aune du soutien de la mosquée de Paris à la candidature Macron. C'est parfaitement assumé à la fois par le gouvernement et par la mosquée de Paris. Ce qui est un petit peu troublant dans tout ça, Jean-Yves, c'est d'abord les soutiens à les organisateurs. On compte par exemple Musulmans de France, une association qui, on le sait, est l'ex-UOIF, c'est-à-dire l'Union... Les organisations islamiques de France, qui est une association frères musulmanes, en fait. Ce sont les frères musulmans. Donc classée organisation terroriste dans un certain nombre de pays, dans beaucoup de pays. Absolument. Cela fait suite à un communiqué de la mosquée de Paris du 14 avril qui appelait à voter pour Emmanuel Macron. Seul petit hic, Jean-Yves, finalement, c'est que on ne sait pas trop si c'est légal ou non de tenir une réunion politique au sein d'un lieu de culte. Alors, il y a une loi récente d'ailleurs, puisqu'elle est du 24 août 2021, qui interdit de tenir des réunions politiques dans les lieux de culte ou leur dépendance immédiate. Et le restaurant de la mosquée de Paris est, me semble-t-il, une dépendance immédiate. Mais bon, la loi est faite pour être appliquée par certains, mais pas par d'autres. Et quand il s'agit d'appeler les musulmans à voter pour l'immense président Macron, on peut quand même considérer qu'il faut
être un peu souple avec la Un loi, petit peu avec les souple avec la règles. loi. Voilà. Les règles sont faites pour être brisées, finalement. Et ce qui est intéressant, finalement, c'est que cette rencontre de Darmanin, de Castaner, avec le grand recteur de la mosquée de Paris, eh bien, ça devait être Macron qui l'effectuait. Jusqu'au dernier moment, on pensait que c'était le couple Macron qui allait se présenter. Au final, il s'est excusé. Vous comprenez, l'actualité en Ukraine a fait qu'il ne pouvait pas se déplacer, mais il a quand même envoyé un SMS très gentil au grand recteur pour apaiser un petit peu la situation. En attendant, je vous propose de passer à notre premier sujet de la semaine, le débat du second tour, les stratégies adoptées et les conséquences qui en découlent. Le débat du second tour a suscité de nombreux commentaires médiatiques et l'émoi dans la classe journalistique, on peut le dire. Certains parlaient d'une occasion pour Le Pen, finalement, de laver un affront subi en 2017, une honte, une humiliation. Je trouve qu'elle a lavé l'affront, la honte, l'échec de son débat de 2017. Et d'autres faisaient part d'une certaine difficulté à prévoir pour le président sortant de justifier un mandat finalement peu reluisant et jonché de crises. Première observation, Jean-Yves, le duel n'a pas intéressé beaucoup de Français. 15,6 millions de téléspectateurs en moyenne sur l'émission, ce qui peut paraître beaucoup, mais en réalité, c'est le débat le moins regardé de la Ve République. Oui, et alors j'ai vraiment le sentiment qu'il y a très peu de monde qui a regardé jusqu'au bout. Parce qu'il faut bien reconnaître que c'était 2 heures, 3 quarts, assez éprouvantes, parce que assez peu... C'était très technique. Assez peu palpitant, pas beaucoup de vision et beaucoup de technique, quoi. Et donc... c'est difficile. C'était un peu un remède au vote, je crains. Voilà. Une vaccination. Oui. Je pense que ça peut avoir eu un effet pro-abstention de fait, quoi. Voilà. Alors, seconde observation, Jean-Yves, c'est que la stratégie des deux candidats, elle semble avoir changé du tout au tout en 5 ans. Macron a paru beaucoup plus, maintenant qu'il est dans sa chaire de président en fonction, il est paru beaucoup plus arrogant, beaucoup plus donneur de leçons, même aux yeux d'une presse qui est d'ailleurs complaisante à son égard le reste du temps. Et Marine Le Pen, qui était très agressive en 2017, s'est montrée beaucoup plus défensive, calme, sereine, quitte à paraître un petit peu première de la classe, qui moufte pas trop. Voilà, alors effectivement, il y a une certaine unanimité dans les jugements, à savoir Macron dominant, mais Macron arrogant, et Marine Le Pen dominée sur la défensive, mais pas prise en défaut, pas agressive et montrant une certaine empathie pour les gens auxquels elle s'adressait. Donc c'est finalement relativement équilibré, même si on raisonne d'un point de vue, non pas d'affect, mais d'un point de vue intellectuel, on peut penser que c'est Macron qui a dominé. Et ce qui est tout à fait étrange de mon point de vue, c'est que Macron a réussi à faire toute cette campagne, premier tour, deuxième tour, sans jamais avoir à s'expliquer ni devant la journaliste, ni devant des concurrents sur son bilan, sur ses dettes, sur ses interdits, sur ses violences contre des manifestants, sur la dislocation de l'État, sur le transfert à des intérêts privés, sur McKinsey, sur Alstom, Il est passé au travers des gouttes. Et quand on parlait un petit peu de son mandat, c'était en des termes élogieux. On se rappelle de Gilles Boulot sur TF1 qui disait « c'est un record historique de la croissance, on n'avait pas vu ça depuis les 30 Glorieuses », qui faisait suite à une récession encore plus grande. Je vais vous lire un petit article, Jean-Yves, c'est un article du Figaro, débat Macron-Le Pen, ce qu'il faut retenir du face-à-face. Elle lui expose les problèmes, il lui oppose des solutions. Ce mercredi soir, le débat d'entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen a rapidement tourné à l'avantage du président candidat, la candidate du RN restant trop spectatrice. Silencieuse durant les 2 premiers tiers de l'émission, paralysée par le traumatisme de sa prestation d'il y a 5 ans, sûrement. Cette impression, finalement, de président qui occupe le temps de parole et de Marine Le Pen qui est silencieuse, ils avaient le même temps de parole. Alors, il est paradoxal parce qu'ils avaient le même temps de parole. Exactement. Mais apparemment, il y en a un... En fait, c'est le problème qui imprime.
Voilà. Sans doute, Macron a-t-il plus imprimé. Bon, alors il faut dire que le Figaro n'est pas un organe libre. Les naïfs pensent que c'est un journal de droite, ce qui est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a énormément de journalistes de gauche au Figaro. Et c'est surtout un journal qui est la propriété de la famille du groupe Dassault. Le groupe Dassault, c'est un groupe qui vend des avions, qui vend des armes, qui vend des systèmes d'armes, et qui est évidemment très dépendant de l'État. Et on peut comprendre que les patrons de Dassault, qui ne s'occupent pas tous les jours de ce qu'il y a dans le Figaro, souhaitent quand même qu'au moment décisif, le Figaro roule pour le président Macron, dans la mesure où il pense que le président Macron va être réélu. Voilà. Alors, autre observation, Jean-Yves, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Certains commentateurs, comme Thibault de Montbrial ou Gilbert Collard, notent qu'aux alentours de 22h30, 23h, finalement, l'audience baisse et les sujets régaliens n'ont toujours pas été abordés. Donc, les thèmes de la sécurité, de l'immigration, du grand remplacement, voire même peut-être. Pas de gros mots, s'il vous plaît. Hein. Ah non. Mais Jean-Yves, on se croirait sur un plateau de TF1. Oui, absolument. Avec votre réaction. Oui. Et on n'a rien entendu sur McKinsey, rien sur les Gilets jaunes, dit Gilbert Collard, sur les privations de liberté, sur l'insécurité, sur l'immigration. C'est beaucoup de sujets finalement qui sont passés un petit peu à la trappe, qui ont été relégués à la deuxième partie du débat. Est-ce qu'il n'y a pas finalement dans ce débat un sujet de l'ordre des sujets ? L'ordre des sujets a amené sur la question du pouvoir d'achat que les deux candidats voulaient apporter. Le pouvoir d'achat, c'est formidable, c'est une opération. Je sors mon chéquier et je distribue de l'argent que je n'ai pas, d'ailleurs, je fais de la dette, mais comme on ne pose jamais la question de la dette, il n'y a pas de souci. Et puis c'était quand même assez techno, quoi. Et ça manquait un peu de vision. Et les grands sujets régaliens, ils sont arrivés. Ils sont arrivés un peu avant minuit, quoi. 23h, on a parlé 23h30, un peu du voile, on a parlé un peu de sécurité, très rapidement. C'est quand même... Mais je pense que c'était un accord de fait de tout le monde. Hein ? Bon. Il n'y a pas eu un candidat qui s'est battu pour dire... Bon, d'accord, je pense qu'il y a eu... Marine Le Pen voulait le pouvoir d'achat au début, parce qu'elle a fait un peu la campagne là-dessus, mais personne ne s'est battu pour dire on ne va pas mettre l'insécurité et l'immigration en 7e ou 8e position. Débat décevant, dit André Berkoff. Pourquoi diable n'a-t-elle pas d'emblée attaqué sur les affaires Alstomgate, McKinsey et autres perles du bilan présidentiel ? La combativité initiale de Macron est en train de muer en une totale et agressive arrogance, commente également Pierre Gentillet. L'attitude d'Emmanuel Macron me surprend, il ne semble ni faire attention à ses regards, ni à sa gestuelle, fatigué ou certain d'avoir déjà gagné, ou mépris pour sa concurrente. Étrange, dit Éric Revel, l'ancien directeur par exemple de LCI, donc un homme médiatique tout à fait en place et à coquiner avec le pouvoir. Finalement, ce qu'on retient de ce débat, Jean-Yves, c'est que, selon un sondage de BFM, 59% ont été convaincus par Emmanuel Macron et 39% par Marine Le Pen. Mais on ne peut pas dire que ce soit la faute des médias, finalement, cette fois. On a vu un Gilles Boulot et une Léa Salamé extrêmement effacés, qui n'ont quasiment pas intervenu, et que quelquefois ils ont essayé de rappeler à l'ordre, ils ont généralement été ignorés par les candidats. Il n'y a pas eu une immense diabolisation de Marine Le Pen. En amont, si, mais pendant le débat, non. Pendant le débat, non. La seule diabolisation qu'il y a eu de Marine Le Pen, c'est sur la Russie. C'est sur la Russie où là... Alors c'est d'ailleurs assez étrange, enfin c'est assez intéressant sur le plan de la mécanique médiatique de voir que l'affaire du prêt russe, qui est effectivement, on peut dire, un point de vulnérabilité de Marine Le Pen, n'a absolument pas été évoquée au moment du début de la guerre russo-ukrainienne, où les médias ont tapé sur Zemmour, et alors que l'affaire du prêt russe, il existait déjà à l'époque, évidemment, puisqu'il remonte à 2014, je crois, mais là, il est revenu en force dans ce débat. En fait, si vous voulez, dans la logique de diabolisation, Poutine, qui est le nouvel Hitler, a remplacé Pétain. Voilà. Oui. Et un mot peut-être, est-ce que vous pensez qu'il y a finalement une collusion entre les médias et Emmanuel Macron, à la fois pour protéger son bilan, le fait qu'il ne soit pas mentionné du tout dans les médias, et sur le fait finalement de ne pas mentionner ces affaires russes en amont du débat pour lui laisser des cartouches à tirer? Je pense qu'il y a une connivence absolument totale
entre les grands médias, c'est-à-dire en gros les médias qui font entre 95 et 98% de l'audience, une connivence totale entre les grands médias et la Macronie et l'hostilité aux candidats alternatifs que pouvait être Zemmour ou que peut être Marine Le Pen, et qu'on les a traités. On a traité le premier au premier tour. Zemmour, on l'a traité au premier tour pour pouvoir avoir Marine au deuxième tour et traiter Marine au deuxième tour. Je crois qu'il y a une connivence totale. Le système médiatique et le système politique sont étroitement imbriqués, tout simplement parce que qui sont les patrons ? Ce sont les grands oligarques, les grandes organisations internationales qui sont les patrons des uns et des autres, et qui convergent. Nous consacrerons d'ailleurs peut-être une étude globale à comment les médias ont volé, ou en tout cas organisé, dirigé, manipulé, régulé l'élection présidentielle. Un sujet intéressant sur lequel nous reviendrons certainement. Merci Jean-Yves. En attendant, nous passons à notre revue de presse. Elon Musk, que nous avons pu mentionner dans plusieurs de nos émissions précédentes, a déclaré cette semaine vouloir racheter 100% des parts de Twitter, une nouvelle qui fait grand bruit dans le monde de la technologie, mais finalement assez peu dans les médias en France, Jean-Yves. Elon Musk veut racheter 100% de Twitter avec 14% de plus-value proposée par action, ce qui donnerait une valorisation égale à celle du groupe Peugeot-Fiat, nous dit le journaliste Renaud Pilat. Et on apprend également que Twitter, finalement, tient une réunion avec ses employés, du moins les employés les plus importants, et ses actionnaires pour discuter de si cette offre doit être prise ou non. On imagine tout de même, avec le traitement médiatique qu'a subi Elon Musk ces 2 dernières semaines, que Twitter n'y sera pas forcément favorable. Et pour cause, je vous lis un petit article de Logim. Elon Musk, génial entrepreneur et innovateur, compte mettre tout ce qu'il faut sur la table pour prendre le contrôle de Twitter, éliminer ses dirigeants et retirer la compagnie du marché boursier afin de restaurer la confiance du public en la plateforme. Pour Musk, il s'agit de préserver un forum qui était la raison d'être de la plateforme Twitter. Je vous cite Elon Musk maintenant. « Mon intuition me dit très fortement que disposer d'une plateforme publique qui soit absolument digne de confiance et très largement inclusive est d'une extrême importance pour l'avenir de notre civilisation. La vérité est importante pour moi. » On en avait parlé rapidement, Jean-Yves. Elon Musk, c'est peut-être finalement ce champion inespéré de la liberté d'expression, du moins dans le domaine de la technologie et des réseaux sociaux. Voilà, alors d'abord, c'est la première fortune mondiale, donc c'est pas rien. Il a été proche de Trump à un moment. C'est vrai que c'est pas rien. C'est les voitures automatiques Tesla, c'est Spacex, l'espace, c'est beaucoup d'autres choses dans les technologies. C'est un innovateur, incontestablement. Et donc, il considère que la liberté d'expression est un élément fondamental, au fond, du progrès de l'humanité. Et donc, il veut essayer de la rétablir sur Twitter, de manière modérée d'ailleurs, puisqu'il a déclaré que pour qu'une plateforme sociale fonctionne correctement, fallait que les 10% les plus à droite soient aussi mécontents que les 10% les plus à gauche. Bon, aujourd'hui, en vérité, c'est les 30% les plus à droite qui sont mécontents et les 10% les plus à gauche qui sont toujours contents. Donc, effectivement, on comprend que sa démarche de liberté soulève certaines hostilités. Et il n'est pas certain qu'il arrive à racheter tout ce qu'il veut racheter, puisqu'apparemment, il y a un prince saoudien qui refuse, qui détient des parts importantes, qui refuse de vendre ses parts. C'est pas neutre, un prince saoudien, quand on voit les censures qu'il peut y avoir sur la critique de l'islam, sur les réseaux sociaux et sur Twitter en particulier. Donc il y a une bataille pour la liberté d'expression. Lui défend, je serais tenté de dire, la conception européenne, la conception occidentale de la liberté d'expression. Et c'est intéressant à suivre comme combat. L'esprit de conquête européen, peut-être Jean-Yves. Il a également tenu des propos extrêmement intéressants sur Netflix, parce que on a appris quelque chose cette semaine aussi, c'est que Netflix a perdu 200 000 abonnés sur le premier trimestre 2022, ce qui peut paraître honnêtement pas énorme, puisque Netflix c'est quasiment plus de 200 millions d'abonnés dans le monde, mais ça a quand même entraîné une chute du cours de la bourse des actions Netflix. De 40%. 40%, c'est quand même énorme. Et Elon Musk aurait dit en réaction à cette nouvelle,
l'esprit woke, donc l'esprit décolonial, Black Lives Matter, homosexualiste, inclusif, homosexuel, etc. Ouais. Le virus, l'esprit woke est un virus qui fait que Netflix n'est pas regardable aujourd'hui. Et un type lui a répondu, un monsieur lui a répondu, Woke mind virus is the biggest threat to the civilization. L'esprit woke est le plus grand danger que connaisse la civilisation. À quoi il a répondu? Un court et bref oui. Yes. Oui, alors, c'est effectivement intéressant de voir qu'il y a une chute. Honnêtement, il n'y a pas que sur Netflix qu'il y ait du wokisme. Nos braves chaînes françaises et nos séries françaises subventionnées par des régions françaises font aussi dans le wokisme. Ouais. Donc il n'y a pas, et je pense que Disney fait aussi, Disney qui concurrence, qui veut concurrencer aussi Netflix, fait aussi dans le wokisme. Donc si on veut échapper au wokisme, c'est pas facile. Bon, ceci étant, il y a un moment où il y a une saturation et que, un peu pourrait être supportable, mais trop c'est trop. Alors il y a peut-être d'autres raisons d'ailleurs dans la chute. Oui. Dans l'inversion, c'est-à-dire évidemment, il y a un moment où la courbe, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel, il y a un moment où la courbe s'inverse, et ça c'est un signe effectivement inquiétant, qui peut s'expliquer par la lassitude, qui peut s'expliquer aussi par la concurrence qui se développe avec les chaînes d'Apple, les chaînes d'Amazon, les chaînes Disney, etc. Et encore une fois, nos séries à nous, ne les oublions pas, voilà. Donc, bon, c'est intéressant. En tout cas, Musk s'est appuyé là où ça fait mal, et puis il a de l'audience, je crois qu'il a 80 millions d'abonnés sur Twitter. Oui, et puis là, donc, je vous parle de ses posts sur Twitter, c'est 300 000 likes à chaque fois, enfin c'est quand même énorme, il a une énorme audience sur Twitter. Oui. Alors, on va parler, si vous le permettez, Jean-Yves, d'un autre champion de la liberté, cette fois un petit peu plus déterminé et convaincant. C'est Julian Assange, le plus célèbre lanceur d'alerte du XXIe siècle et fondateur de Wikileaks, qui se rapproche finalement inexorablement de son extradition vers les États-Unis, où il serait exposé à une peine de quasiment 175 ans de prison, si jamais il était jugé coupable. La justice britannique autorise l'extradition de Julian Assange aux États-Unis. Un tribunal de Londres a officiellement rendu une ordonnance d'extradition du fondateur de Wikileaks. Il revient désormais à la ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, de l'approuver. Julian Assange, c'est quand même un grand homme et, comme je le disais, un champion de la liberté d'expression. Un champion de la liberté d'expression, un champion de la liberté d'information. C'est lui qui a révélé, à travers Wikileaks, un certain nombre de crimes de guerre américains en Irak. On parle beaucoup de crimes de guerre présumés des Russes en Ukraine, bon, peut-être y en a-t-il, mais des crimes de guerre américains en Irak, d'ailleurs il y en a dans toutes les guerres, faut pas non plus, voilà. Mais il l'a révélé, et évidemment, il a contre lui tout le système OTAN contre lui, et donc je pense qu'il a encore des étapes juridiques, mais il finira par être livré, alors que s'il y a un homme au monde qui devrait bénéficier du droit d'asile parce qu'il est persécuté pour son action pour la liberté d'expression, c'est lui. Mais il n'aura pas le droit d'asile, on peut le craindre. Amen, Jean-Yves. Je n'ai rien à rajouter. Alors, on était au Royaume-Uni finalement avec cette nouvelle sur Assange. Voyageons donc un petit peu, si vous le permettez, en République tchèque. On peut notamment y trouver un certain Daniel Kretinsky, un obscur oligarque qui semble être très intéressé par la vie politique et médiatique française, c'est le moins qu'on puisse dire, Jean-Yves. Les journalistes de Marianne accusent d'ingérence leur actionnaire Daniel Kretinsky. La Société des rédacteurs a publié mardi soir un communiqué dénonçant la modification de la une du numéro à paraître jeudi. Je vous lis un extrait de ce communiqué. La Société des rédacteurs de Marianne dénonce une atteinte inédite à son indépendance. L'actionnaire principal du journal est intervenu directement pour modifier la une du numéro à paraître ce jeudi 21 avril 2022, donc vous la découvrirez aujourd'hui peut-être en même temps que cette émission. Un consensus clair s'était dégagé pour établir une distinction factuelle entre les deux candidats, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, sans pour autant dicter leur conduite à nos lecteurs. Cette ingérence de Daniel Kretinsky constitue une atteinte grave contre l'indépendance éditoriale de Marianne. Nous nous opposons et nous opposerons à toute entrave à ces deux principes. Voilà. Qui est ce Kretinsky ? Alors, si vous voulez, ce qui est Kretinsky, c'est un oligarque, effectivement,
qui idéologiquement est libéral en économie, progressiste sur les sujets de société et macroniste en politique. Donc on voit le profil. C'est un oligarque qui a des comptes offshore et qui a fait une partie de sa fortune sur les dérivés, on va dire, de la transition énergétique. Puisque vous savez que la transition énergétique, ça consiste à mettre des énergies renouvelables qui sont aléatoires. Et quand l'éolienne ou le solaire ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait ? On brûle du gaz ou du charbon. Et ce Kretinsky a fait une partie de sa fortune en brûlant du charbon. En Tchéquie, en Allemagne, en France, puisque je crois qu'il possède ou contrôle la centrale qu'il y a à côté au charbon. Donc la pollution, c'est ça, du côté de Marseille. Et il a pris une influence importante dans des médias français, 5% de TF1, 49% du monde. Il a pris elle aussi, il a pris Marianne. Alors vous allez dire, mais pourquoi il a pris Marianne ? Puisque Marianne, c'est pas tellement la ligne idéologique de Kretinsky. C'est un journal d'opposition, Marianne. C'est un journal d'opposition, oui, mais c'est bien de contrôler l'opposition. Vous voyez ? Et donc, on met des billes, on les laisse faire leur petit business d'opposition dans certaines limites. Madame Polony fait ça très bien, toujours aux limites du politiquement correct, mais quand ça tape trop fort, on retombe du côté du politiquement correct, parce qu'il faut quand même sauver sa place, c'est très chevènementiste. Et puis, malgré tout, quand il y a un vrai sujet au moment d'une élection, là, on resserre un peu les rênes, et donc, au lieu d'avoir un titre avec la tête de Macron, la colère, ou le chaos avec la tête de Marine Le Pen, on met, malgré la colère, éviter le chaos. Donc, on donne une consigne de vote qui sera lue, non pas seulement par les électeurs de Marianne, mais qui surtout va être vue dans tous les kiosques. Donc c'est une consigne de vote dans tous les kiosques. Voilà. Oui, mais la presse est libre, bien entendu. Elle est libre. Elle est libre, sauf dans les moments importants, finalement. Même elle est libre, si vous voulez, vous voyez très bien, qui sont en liberté surveillée. Et donc, c'est intéressant de voir qu'un oligarque peut investir pour des journaux qui développent une ligne différente de la sienne pour les contrôler. Il avait notamment, c'est une révélation du livre Mister K, publié en mars 2020, il avait notamment dit d'Emmanuel Macron, je préférerais que Marianne soit un petit peu plus objectif avec Emmanuel Macron. Il est un grand talent de la politique, c'est quelqu'un qui essaye d'apporter des vraies solutions, comme avec la réforme des retraites. Lui a la capacité d'accepter des situations personnelles pénibles pour faire les réformes nécessaires. J'ai de l'estime pour Macron. Moi, je pense que la messe est dite. Et Natacha Polony, finalement, directrice de la rédaction, comme vous l'avez dit, un petit peu aux ordres de Kretinsky, a dit j'ai entendu la société de rédacteurs de Marianne, mais tout de même, on tranche en faveur de l'actionnaire. Et puis, il y a marre. Voilà, c'est fini. Bon, en tout cas, des informations nous viennent tout droit de la Suède désormais. 2 villes au sud-ouest de Stockholm ont connu tout au long de la semaine. C'est une revue de presse itinérante, là. Oui, on se balade. On traverse l'Europe, on traverse peut-être le monde, sait-on. Écoutez, j'ai envie de vacances, donc on se balade avec notre revue de presse. 2 villes au sud-ouest de Stockholm ont connu tout au long de la semaine de nombreux affrontements. Le bilan, 40 blessés et 26 interpellations. Je vous laisse regarder les images. Ces émeutes sont attribuées à un homme et un seul homme, Rasmus Paludan, militant danois anti-islam qui organise des tournées dans les pays scandinaves pour brûler le Coran dans les quartiers islamisés. Une provocation qui a mis le feu aux poudres, selon Le Point. Il a fondé un parti qui s'appelle Ligne Dure, qui est anti-immigré musulman, et il a sillonné le Danemark, menant sa croisade dans des dizaines de villes. Et cette croisade, finalement, elle s'exporte en Suède.
Donc, on a des titres de presse tout de même assez curieux, assez ambigus, et Jean-Yves, on ne comprend pas trop les dessous de l'affaire. Au lendemain des manifestations d'extrême droite, 26 interpellations et 40 blessés, dit Le Parisien. Violence en Suède après des manifestations d'extrême droite, nous dit Nice Matin. Après les émeutes en Suède à cause de l'extrême droite, 40 blessés et une remise en question de la liberté d'expression, dit l'Obs. J'adore le contenu de l'article aussi. La loi sur la liberté d'expression dans le pays nordique, généreuse, autorise des propos et des actes qui en France seraient considérés comme des appels à la haine. Il y aurait donc moins de liberté d'expression en France que dans les pays scandinaves. Voilà. Mais alors, c'est pas réjouissant, hein, selon l'Obs. Ah non, oui, c'est très inquiétant, très inquiétant sur l'Observatoire. Alors, ce qui est intéressant dans tous ces titres, c'est que vous lisez le titre, vous avez l'impression que les violences, les 40 blessés, les interpellations, c'est l'extrême droite. L'extrême droite. Alors, c'est pas l'extrême droite, ce sont des émeutes immigrées. Alors, dont on peut dire elles sont en réaction d'une critique de l'islam. Bah oui, mais dans un pays libre, on a le droit de critiquer l'islam, même de manière un peu provocatrice. Quand même, hein. Mais en tout cas, ce ne sont pas des émeutiers d'extrême droite. Ce sont des émeutiers, comment on dirait en France, des jeunes de banlieue. Oui, voilà. Du jeunistan. Du jeunistan, voilà, c'est le jeunistan suédois. Bon. Et je vous propose de terminer cette revue de presse avec un tour en Chine. Alors que la France connaît un assouplissement finalement des mesures sanitaires pour le moment. Un assouplissement provisoire. Provisoire, oui, on pour le moment. craindre. Pour le moment. Mais vous me coupez la parole aussi. Pardon. La terreur continue en Chine, où le Parti communiste chinois applique une politique zéro Covid. Suite à la résurgence du nombre de cas dans la ville de Shanghai, des mesures drastiques ont été adoptées fin mars et les assouplissements annoncés par le pouvoir dans la semaine n'en sont finalement qu'en apparence, Jean-Yves. Le Monde au titre, Shanghai assouplit prudemment certaines restrictions. 12 millions de personnes peuvent ainsi techniquement sortir de chez elles tout en restant dans l'enceinte de leur résidence ou de leur quartier. Vous parlez d'une avancée. C'est beau la liberté. Hein. Vous parlez d'une avancée. Les habitants de telles zones se sont plaints sur les réseaux sociaux de ne pas être autorisés à quitter leur quartier. Le Parti communiste applique avec souvent beaucoup de zèle les mesures anti-Covid. Il y a quand même un article très intéressant de Ouest France. Pourquoi le taux de mortalité est-il si faible en Chine actuellement ? Le bilan humain se chiffre désormais à 17 décès pour 25 000 nouveaux cas. 17 décès, c'est effrayant quand même, ça fait peur. Ah mais c'est effrayant. Alors, il faut savoir qu'en matière de Covid, on fait peur avec des chiffres qu'on ne ramène jamais à d'autres chiffres. Bon, il y a eu 17 décès à Shanghai, 17 décès en Chine, selon ces statistiques. Il faut savoir qu'en Chine, tous les jours, il meurt 25 000 à 30 000 personnes. On n'en parle pas, évidemment. On n'en parle pas, parce que tout simplement, c'est comme ça. Et dans le monde, il meurt tous les jours 200 000 personnes. C'est comme ça. Mais ça n'intéresse pas les médias. Ce qui intéresse les médias, c'est les morts du Covid. Tout ça, c'est plus chic. Et puis là, on n'insiste pas beaucoup sur les atteintes formidables aux libertés de déjà sur la véracité des chiffres, parce que 17 morts à Shanghai sur une population de 25 millions d'habitants. 25 millions d'habitants. 25 millions d'habitants, c'est quand même peu probable. Je pense qu'il y a plus de morts en France actuellement du Covid qu'à Shanghai, c'est quand même hallucinant. Oui, sans doute, oui. Mais c'est justifié, puisqu'il y aurait moins de morts, parce que les mesures seraient hyper strictes. Alors, le problème, c'est qu'on en arrive à séparer les nouveau-nés des mères dans les maternités, on tue les animaux domestiques, on refuse l'accès à l'hôpital dans certaines circonstances. Donc, c'est absolument monstrueux. C'est un peu ce qu'on a vécu, mais à l'échelle chinoise, quoi. Oui, donc la pente glissante si on poursuit notre politique. La pente glissante si on suit ou si on retrouve notre politique. Oui. J'ai un article de Marianne qui était assez intéressant. Privation multiple, consulat muet, l'angoissant quotidien des Français bloqués à Shanghai. Défaut d'approvisionnement en nourriture et produits de première nécessité, violence et arrestations sommaires, maltraitance des animaux domestiques et faits dénoncés par les habitants. Mais ce qui est encore plus édifiant finalement, c'est les reportages et les témoignages qu'on peut trouver dans la presse étrangère, comme dans The Hill, qui est pourtant un journal mainstream américain. Mainstream américain, oui, absolument. Un peu Washington Post, vous me disiez, mais version en ligne. Version numérique, oui. Je vous lis quelques extraits. On a un témoignage. Une fille de 4 ans avec une maladie très grave est morte en attendant des soins médicaux aux portes d'un hôpital parce qu'elle n'avait pas de preuve d'un test négatif du Covid. Un patient avec un cancer rectal avancé n'a pas pu avoir sa radiothérapie et quand il a commencé à avoir des hémorragies internes,
Le comité en charge de l'acceptation ou non des nouveaux patients dans l'hôpital lui a dit non, puisqu'il n'y a pas de preuve de test négatif. Les mères, comme vous l'avez dit, sont séparées de leurs nouveau-nés ou de leurs enfants en bas âge quand elles sont mises en isolation. Ça fait qu'il y a des enfants, parfois des centaines d'enfants pour 10 infirmières dans une couveuse géante. Enfin, c'est vraiment... affaire à suivre, Jean-Yves, mais en tout cas, la Chine, c'est vraiment une dystopie en ce moment et les médias en parlent assez peu. Je pense qu'il y a un sujet à faire là-dessus. Et en parlant de sujet, on passe du coup à notre deuxième sujet de la semaine. Quelques centaines d'étudiants et militants d'extrême gauche se sont rassemblés à l'université de la Sorbonne à Paris dans le but de la bloquer cette semaine. Le motif, finalement, le second tour Macron-Le Pen ne leur plaisait pas. De nombreuses dégradations et actes de vandalisme ont pu être constatés. Je vous laisse en juger par vous-même. À la Sorbonne, les étudiants refusent de choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Libération nous dit également, après le premier tour, la Sorbonne occupée, on en a marre d'élire tous les 5 ans le roi des bourgeois, ce qui n'est en soi pas tout à fait faux, selon moi. Le Monde, Sorbonne, l'ENS et Sciences Po, des centaines d'étudiants contre le faux choix du second tour. Et puis finalement, l'AFP, qui nous dit « Plusieurs centaines d'étudiants se sont rassemblés hier devant la Sorbonne pour faire entendre leur voix dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Et environ 150 autres ont bloqué l'accès à Sciences Po avant d'être chassés par des militants d'extrême droite. » Un petit commentaire sur ce... Le vocabulaire est admirablement choisi, parce qu'il y a d'un côté des gentils étudiants qui refusent le résultat d'une élection. Enfin bon, il y a des gentils étudiants qui bloquent une université. Alors ça, c'est des gentils étudiants. En fait, c'est des milices d'extrême gauche. Il faut appeler les choses par leur nom. Donc il y a des milices d'extrême gauche qui bloquent, mais c'est des gentils étudiants. Et il y a des étudiants qui veulent débloquer, rentrer dans leur université, ce qui est bien normal. Et alors là, ce sont des militants d'extrême droite. Voilà. Alors en fait, ce sont des gens de la cocarde ou de l'Uni ou... je crois, ou de Génération Zemmour, voilà, qui défendent la liberté de l'enseignement, la liberté d'étudier. Oui, ce qui peut paraître normal, finalement, dans un contexte d'université. Bon, peu importe. Ce qu'on remarque aussi, c'est que les médias, dans ces affaires-là de blocage, c'est toujours le point de vue du bloqueur et jamais du débloqueur qui est adopté. Oui. Un article de Marianne, par exemple, c'était flippant. Des militants d'extrême droite interviennent pour lever le blocus de Sciences Po à Paris. Et donc, on a appris sur Twitter que c'était une initiative donc, de la cocarde étudiante et de l'Uni qui ont su s'allier, finalement, pour débloquer Sciences Po Paris, qui était peut-être un fleuron de notre système supérieur éducatif. Oui, c'était des profundis. Et alors, en exclusivité pour vous, quand même, je me suis rendu dans une autre université, c'est celle de Lyon 3 à Jean Moulin, qui, elle, ne connaît pas de blocage, mais où s'est tenue une assemblée générale. Merci à tous d'être présents. On va faire une petite agile comme les gauchistes. Et, il a menacé à plusieurs reprises d'appeler la police, ce qu'il n'a pas fait. Une information est remontée à la présidence. Ce cher Éric Carpano est au courant que nous sommes ici. À l'initiative de la cocarde. J'ai pu rencontrer des membres de la cocarde, dont le porte-parole du mouvement national, Sinischa Ouros, et qui a tenu à s'exprimer sur les récents blocages d'universités partout en France.
Les blocages qui ont lieu les dernières semaines sont déjà dans un premier temps antidémocratiques, sont en réalité des réactions d'une jeunesse bourgeoise qui veut jouer aux révolutionnaires. Ils ne peuvent pas accepter que le peuple français a décidé d'accorder une place au second tour à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen. C'est une réaction enfantine, une réaction immature de leur part. Et dans un second temps, la dégradation de l'université est assez triste, dramatique. Car elle fait partie du patrimoine français. Elle est classée et ils ont décidé, simplement parce qu'ils ne pouvaient pas tolérer l'élan du peuple, de dégrader cette université. En tant qu'étudiants, nous savons tous très bien que les blocages n'ont lieu que pour éviter les partiels, pour éviter les cours, et que les décisions d'organiser ces blocages sont prises partiellement par des militants d'extrême gauche. C'est un acte de résistance. Et c'est tout à fait ce qu'il faut faire. Il ne faut pas se laisser faire, il faut réagir, il faut résister et réagir. Et j'y ai également découvert, donc à l'Université Lyon 3, une affaire édifiante de harcèlement d'une étudiante de la Cocarde par l'UNEF et des groupuscules d'extrême gauche lyonnais. Rachel a tenu à s'exprimer anonymement, le prénom a donc été changé et je ne montrerai pas sa photo. Il y a 2 semaines, il y a eu une conférence tenue par Claude Bloch, qui est un ancien déporté. Et en fait, j'ai pas pu y assister parce que tout simplement, il n'y avait plus de place pour s'inscrire. Et donc, il y a 2 rumeurs qui ont tourné par rapport à ça. La première qui dit que je ne suis pas allée parce que je suis négationniste et que je n'y crois pas. La deuxième qui dit que j'y suis allée, mais que je lui aurais dit mytho. Et ça, c'est une vraie rumeur. Plus le fait qu'apparemment, j'aurais tenu à une quinzaine de personnes des propos disant que j'étais antisémite et fière de l'être et que la Shoah n'aurait jamais existé. Ce qui est complètement faux. Une fille apparemment de l'UNEF, on ne sait pas réellement, qui a des liens avec la Jeune Garde en tout cas, qui a un groupuscule antifa, s'est permise de parler pendant 10 minutes. Le prof l'a laissé faire sur le fait que l'extrême droite gangrènerait la promo. Donc de fil en aiguille, il y a eu des articles dans la presse à cause d'un communiqué de l'UNEF qui dénonce l'extrême droite dans les facs, comme d'habitude. Et aujourd'hui, on a une convocation de la part du président, donc Éric Carpano, qui nous a dit qu'il avait fait remonter cette affaire devant le procureur de la République. Éric Carpano a dit qu'il travaillerait avec des associations comme l'UNEF pour essayer de faire en sorte que la discrimination s'arrête. Sauf que le problème, c'est que c'est l'UNEF qui discrimine, c'est les milices d'extrême gauche, si je puis me permettre, qui discriminent réellement les étudiants de droite, puisqu'après ça, en fait, il y a eu une sorte de cancel général envers tous les étudiants un peu à droite de la promo. Et c'est allé jusqu'à, comme je l'ai dit dans mon discours, à un antifa appartenant au groupe Jeune Garde qui est venu au restaurant universitaire nous traquer, puisqu'il s'est assis tout seul à côté de nous, a attendu tout le long du repas avant de venir nous insulter très très fortement et nous dire « viens défendre tes idées dehors », alors que je suis une fille, et il est venu vraiment me provoquer très très fortement. On n'a aucunement été sollicité par des journalistes. On a tenté de solliciter BFM Lyon, Lyon Mag, Lyon Capital, donc ceux qui ont justement fait un traitement positif du communiqué de l'UNEF. On n'a eu aucune réponse, donc on suppose que ça veut dire qu'on n'a pas le droit à la réponse. Et donc, à part TV Liberté, personne ne nous a accordé la parole. Et ils reprennent yeux fermés la version de l'UNEF. Alors là, c'est une opération très classique de diabolisation. Alors là, on revient toujours les heures les plus sombres de notre histoire. C'est vraiment un grand classique de la diabolisation. Et avec l'alliance du président d'université, des syndicats, des milices d'extrême gauche et des médias. L'UNEF, classique. L'UNEF en l'occurrence, et puis les médias, je crois qu'il y a Lyon Mag, enfin voilà. Bon. Et classique, eh bien, cette jeune femme a réagi, elle ne se laisse pas faire, elle combat la diabolisation et nous pouvons tout à fait l'encourager. C'est pour cela que nous lui donnons la parole. Merci Jean-Yves. Est-ce que vous avez un coup de chapeau, donc, cette semaine ? Écoutez, le coup de chapeau, il va être à tous ces étudiants de la Cocarde et de leurs alliés qui se battent pour défendre des libertés universitaires et qui ne veulent pas se soumettre à la dictature des milices d'extrême gauche. Et un soutien peut-être un petit peu plus ciblé à Rachel qui subit le véritable harcèlement qui n'est pas islamophobe mais cocardophobe. Mais il suffit de résister et de tenir. Voilà. Merci Jean-Yves, merci à tous d'avoir regardé cette émission jusqu'à son terme. C'est la fin de cette émission. N'hésitez surtout pas à l'aimer, la commenter et la partager comme vous le faites souvent. On a besoin de vous pour nous aider avec notre référencement. Et puis en attendant, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.